Eh bien, bonsoir à tous. On est le 28 novembre 2021. Je fais ce Twitch où j'invite des peintres contemporains à parler de leur peinture, de la scène française. On en est à la 23e heure, je crois. Voilà. La semaine dernière, c'était Eric Korn. La semaine prochaine, ce sera Romain Bernini. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Damien Cadio. Bonjour Damien. Bonjour, Je suis hyper contente que tu sois là. moi de même. Voilà. On se connaît très bien avec Damien depuis très longtemps. On était ensemble aux Beaux-Arts et tout ça. Et voilà, et c'est un peintre que j'aime beaucoup. Et on va commencer tout de suite, Damien, avec un tableau qui Ouais, s'appelle I agree, no, I disagree. I Donc, disagree. je t'ai demandé cinq tableaux qui faisaient un peu ton parcours et tu as très généreusement ouvert le temps, puisque c'est un tableau qui date de 2011, donc il y a 10 ans. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose, quelques mots d'abord, pour commencer? Ouais, j'avais envie de prendre un petit peu de recul, effectivement, chronologiquement, parce que c'est important aussi enfin, j'ai envie aussi qu'on parle aussi de la façon dont ma peinture s'est développée et pour dire aussi que le travail, c'est quelque chose qui bouge en permanence et que la liberté à l'atelier est fondamentale. C'est un tableau aussi, celui-là, qui est construit sur une ruine, en fait, sur une succession, sur une multitude d'échecs. Et je trouvais ça important de commencer par celui-ci. Donc, c'est un portrait d'un type. C'était une image trouvée, vraiment sans d'une banalité affligeante. Enfin, une scène, un moment dans un film où un type comme ça longe un mur. Et voilà, j'avais fait cet arrêt sur image et j'avais eu le désir de peindre ce personnage. Enfin, je pourrais peut-être en parler plus par la suite, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de lui donner sa chance en peinture. Et dans mon travail, il y a différentes étapes dans la fabrication du tableau. Il y a parfois des moments où je vais essayer de ne pas trop peindre pour voir si l'image fonctionne, pour voir si elle a suffisamment d'équilibre pour devenir tableau. Et ça, c'est un tableau qui s'est mal passé. Et en fait, ce qu'on aperçoit, ces petites structures, c'est les échecs précédents. C'est-à-dire que quand je ratais un tableau, je le recouvrais de matière et je lui donnais une seconde chance. Donc en fait, là, on a 5 ou 6 tableaux qui ont raté au même endroit, sur le même objet. Et c'est pour ça que ce tableau est important pour moi. C'est parce qu'il parle aussi de cet acharnement qu'il y a dans le fait de peindre et de passer du temps à l'atelier. Et donc, à l'époque, tu faisais beaucoup, beaucoup d'images très différentes les unes des autres. C'est-à-dire, tu faisais d'un tableau à l'autre des images différentes. Et ça partait souvent d'images que tu retrouvais, que tu collectais sur Internet ou des choses comme ça, dans les films, Ouais, c'est ça. au départ, Ouais. hein, au départ. Après, ça Ouais, a c'est ça. Il évolué, mais s'agissait ouais. de peindre des images. Donc, je ne saurais vraiment pas expliquer exactement pourquoi. Enfin, c'est aussi peut-être une sorte de lassitude ou d'ennui dans le fait d'élaborer de la peinture. Quand on a des Mhm. images autour de soi, ça permet une rapidité, ça permet d'être dans la peinture. Et ce qui m'intéressait, c'était bon, je veux juste aussi parler un petit peu de mon parcours de peinture, mais quand j'ai commencé la peinture, c'était quelque chose de très grand format, très violent. Je peignais avec de l'urine, du sang, des os broyés. Enfin, c'était vraiment la catastrophe. Ça, c'est Et quand tu étais aux Beaux-Arts de Rouen, de c'est ça? Rouen, tout à fait. Ouais, j'ai Ouais, fait 3 ans ouais. au Beaux-Arts de Rouen, et puis ensuite en allant à Paris, j'ai essayé un petit peu de devenir un peu plus sérieux et de bien peindre aussi. Et donc j'ai commencé à mettre toute cette violence qui était inhérente dans mon travail à essayer de la canaliser un petit peu et de mettre un peu la poussière sous le tapis, comme je dirais. Et donc en resserrant les formats et en essayant en me servant plus de la banalité des choses pour justement essayer de quand même me confronter à cette violence-là. Et Donc tu avais aussi, ouais, t'avais déjà, alors, t'as pas de chance parce que j'étais là aux Beaux-Arts. Mais ouais, pas de chance. Tu avais aussi quand même ce désir de faire d'un tableau à l'autre quelque chose de très différent, d'un monde à l'autre. C'est-à-dire que tu arrivais à faire un logo General Electric, je me souviens, à un tableau de Totoro, enfin, tu avais un truc spatial, enfin, tu passais d'un truc à l'autre, des choses très écartées comme ça, quoi. ouais, c'est ça. Bah, disons que ça, c'était un peu, enfin, c'est une apparition un peu chaotique comme ça Mm. d'une notion de dissonance ou d'écart dans le travail. Je me posais beaucoup de questions justement la forme, sur le style, sur des choses un peu comme ça de la peinture enfin, du 19e siècle. Et disons que parallèlement aussi aux Beaux-Arts de Paris, j'étais à l'université, je faisais une maîtrise en art plastique à Saint-Charles, à Paris 1, et donc il y a eu une nécessité d'écrire comme ça un mémoire. Et je l'avais écrit sur cette histoire de style et de dissonance stylistique. Donc ça partait un petit peu de ça. Donc après, j'ai conservé malgré tout, enfin même si après mon travail de peinture s'est resserré sur quelque chose de plus personnel, enfin, dans lequel je me retrouve même encore aujourd'hui.
Ce qui m'intéressait, c'était que la construction du travail se fasse aussi par l'exposition. C'était que l'assemblage des tableaux constitue des séries qui pouvaient être des narrations possibles ou pas, et que mon travail se passe là, que le travail se passe presque entre les tableaux, pour ainsi dire. Alors, on va passer au deuxième tableau, qui est le tableau qui s'appelle Janvier. Alors, c'est Janvier, hein, c'est en français. Non, c'est janvier. Oui, tout à fait. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un tableau donc assez différent, à peu près les mêmes couleurs, enfin la même tonalité. Tu as une tonalité de couleur quand même qui est assez identique d'un tableau à l'autre, même dans cette période, c'est-à-dire quelque chose d'un peu éteint, des tons un peu éteints. Enfin, on sent que tu mets du noir dans toutes les couleurs, quoi, ou tu atténues un peu les couleurs à chaque fois. Et c'est le même format. Et ça, c'était un Ouais, truc c'est ça. qui est très rigolo chez toi. Alors malheureusement, j'étais pas chez moi, donc j'ai pas pu retrouver dans un disque dur ta bibliothèque, mais tu avais carrément une bibliothèque de tableaux au même format, comme ça. C'est-à-dire que tu as fait plein de tableaux au même format, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, 24-30, c'était un de ces formats justement qui me permettait de peindre en chausson, pour ainsi dire. Enfin, j'ai beaucoup de mal à changer de format, c'est des choses. Chaque peintre comme ça, c'est assez difficulté. Moi, la mienne, c'est de changer de format. En même temps, d'avoir ce format défini, ça me permettait de changer d'échelle, ce qui est aussi une des difficultés en peinture. Donc, on ne peut pas tout changer à la fois, mais disons que j'avais cette espèce de monolithe qui me permettait d'être à l'aise dans la matière que je manipulais. Et ce tableau-là, enfin, j'ai pas énormément de choses à en dire. C'est un tableau qui s'est bien passé. Enfin, justement, quand je parlais de ruines de tableau pour le précédent, celui-là, c'est plus justement un moment dans mon travail, dans ma vie de peintre où je commence à m'amuser, à avoir beaucoup de plaisir, à aller chercher des carnations, aller m'amuser avec ces jeux d'ombre, des objets comme ça, justement, pour essayer de créer des atmosphères assez énigmatiques sans qu'on sache trop de qui il s'agit. L'idée, c'était qu'on se pose des questions finalement en regardant le tableau, quoi. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Est-ce que c'est une image en mouvement? Est-ce que c'est un personnage qui a deux doigts de chuter enfin, il y a tout un tas d'ambiguïtés comme ça qui m'intéressaient particulièrement dans ce que je mettais en œuvre. Moi aussi, qu'il n'y ait pas de marqueur temporel, qu'il n'y ait pas de marqueur géographique, qu'on en sache le moins possible finalement sur le sujet du tableau. Et tu as aussi, là, pour le coup, trouvé un style. C'est-à-dire qu'on trouve ta touche, qui est on va dire une touche qui est à la fois nette et floue, un petit truc effacé comme ça, souvent. Enfin, c'est quand même déjà trouvé, tu as déjà trouvé une direction que tu vas Ouais. garder encore aujourd'hui, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est vrai que cette façon de travailler, qui est une façon très classique, disons, on travaille par couche, quoi. On pose une esquisse, et puis on fait un peu monter la matière sans aller trop loin dans la pâte. Enfin, moi, c'est comme ça que je procède. C'est vrai que les choses se sont posées à ce moment-là, parce que j'avais envie justement d'aller sur un objet très lisse et assez désincarné finalement. J'avais pas envie d'un tableau matière qui soit comme ça, un objet très bavard, enfin très physique, enfin, en tout cas pour le moment. J'avais envie qu'on reste dans un monde d'images et que le petit format me permettait ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas des objets qui parlent au ventre, mais c'est un face à face. On est vraiment dans un dialogue assez presque littéraire finalement. C'est presque la taille d'un livre. Donc c'est ça qui m'intéressait à ce moment-là. Ah bah, je regrette encore plus de ne pas avoir l'image de ta petite bibliothèque avec tous Ouais. tes tableaux, là, justement. Ouais, c'est ça. Mais le flou, c'est un truc que tu as décidé, enfin, c'était le côté mystérieux qui t'intéressait ou c'était parce que c'est quand même très particulier on reconnaît un Damien Cadio de loin grâce à ça aussi quand même. Bah je sais pas quoi en dire. Enfin, c'est comme ça que je peins, C'est comme c'est ma ça, ouais. touche, c'est ma palette. Disons que la palette, elle a bougé sans que ce Il y a les couleurs soit. aussi, ouais. Ouais. C'est assez peu conscientisé. C'est vrai que c'est un moment où où je salissais les couleurs, comme tu disais. J'avais ce noir qui était là, qui venait toujours un peu contaminer chacune des couleurs pour avoir ces couleurs toujours un peu toxiques ou un peu lumière, lumière enfumée, enfin quelque chose effectivement d'assez homogène quant à l'ambiance, quoi. Et quant au Et la flou, je sais pas. Après, ouais. c'est les médiums et c'est la touche, quoi. Ouais. Et la sensualité que tu peux chercher dans tes tableaux, c'est venu assez vite aussi ou comment ça. Le fait que ça. Ouais. Ouais, c'est assez dur de Ouais. caractériser ça. Enfin, oui, Oui, non, je depuis suis des d'accord. années, je cherchais une peinture la plus sensuelle qui soit. Ça me semble assez délicat à affirmer, mais ouais, enfin, disons que c'est un moment aussi où
mes années d'études étaient assez chaotiques et c'est finalement quand j'ai vraiment quitté les Beaux-Arts que je me suis rendu compte du plaisir que je pouvais avoir à travailler et à passer mes journées comme ça, isolé dans l'atelier et à tester des choses finalement. Mais c'est aussi oui. Ouais. Non, C'est vas-y, je aussi, t'en prie. c'est aussi en regardant la peinture que la touche s'est installée, que la palette s'est créée. C'est-à-dire que vraiment, j'étais vraiment obsédé par Bormans, Nuance, enfin toute cette figuration là, comme ça, qui venait de Flandre, enfin de l'Europe du Nord. Mm. Et en visitant les musées, effectivement, c'est aussi ça que j'allais chercher, quoi. Le lisse, un certain modelé. Enfin, c'est ce qui m'attirait. Enfin, il y avait parfois, enfin, je suis venu à la peinture aussi sur des choses peut-être un peu primaires et bêtes, mais qui sont encore actifs. Enfin, juste l'envie de faire la même chose. On est dans un musée, je vois un tableau et je voyais Manet, j'avais juste envie de faire la même chose. Ouais, ouais, je comprends. Et alors là, on va voir un accrochage qui est en ce moment à l'École d'art de Cholet jusqu'au 17 décembre. Donc, ça fait partie d'une double exposition dont on va parler après, qui s'appelle Des Horizons. Mais là, d'un coup, justement, on peut voir le foisonnement de petits tableaux que tu as pu faire. Et ça, pour le coup, moi, j'ai été presque à force, à posteriori, j'ai trouvé ça très stratégique de ta part parce que tu as aussi testé plein de matières, plein de systèmes. C'était aussi une manière de tester très rapidement plein de peintures, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, quand je parlais aussi tout à l'heure de changement d'échelle, par exemple, c'est une vraie difficulté, quoi. Pas peindre, Mmh. là, par exemple, on voit une main qui est peinte Ouais, quasiment à l'échelle 1, enfin peut-être un demi, et à côté mmh. un Une personnage louche. Ouais. qui se cache comme ça la poitrine avec sa main. Effectivement, là, on est dans un rapport d'un dixième, enfin de 10 dans les différences d'échelle. Donc, il y a effectivement cette vitesse et le fait, enfin, quand on commence un tableau, enfin, c'est aussi quelque chose qui excite beaucoup de peintres, c'est de ne pas savoir comment on va le peindre. Par exemple, comment Mmh. peindre une flamme, comment peindre une lèvre, c'est toujours des choses qu'il faut expérimenter par la peinture. C'est aussi ça qui est un appel pour la peinture. C'est justement comment traduire ces textures. Et donc là, Mais là, toute cette série d'anciens tableaux, on est d'accord que c'est d'après des images que tu as choisi, que tu as trouvées sur Internet et tout ça, quoi. ouais, c'est ça. Enfin, il y avait quelques images que j'avais fait moi-même, mais c'était vraiment une minorité. Là, à cette époque-là, je me faisais des atlas d'images. Enfin, c'était quelque chose que j'ai absolument pas inventé. Enfin, on faisait quasiment tout ça. Mmh. Finalement, se constituer des gros classeurs. Et déjà, enfin, il y avait des contaminations entre les images, il y avait déjà ces sortes de narrations qui s'installaient. Donc finalement, là, c'est des objets comme ça, ces classeurs qui appelaient la peinture. Il y avait quelque chose qui me mettait au travail. Enfin, j'avais trouvé comme ça deux, trois béquilles ou deux, trois petits moteurs comme ça qui m'excitaient, quoi. Et tu as Mais l'impression que dans ouais, pardon. vas-y, T'as vas-y. l'impression que dans ces images, il y a une gamme colorée que tu as choisie particulièrement ou pas? Pas vraiment. Enfin, c'est vrai qu'on trouve toutes cette salissure qui est quand même une sorte de constante finalement dans cet ensemble de tableaux. Et il y a Mmh. aussi quelque chose de très bidimensionnel aussi apporté par la palette, qui vient du fait que je peignais beaucoup d'après euh, photogrammes ou d'après screenshots comme ça d'écran. Ça m'arrivait aussi parfois de photographier l'écran quand je regarde un film. Donc finalement, il y a aussi beaucoup de blanc un peu brûlé. Enfin, on retrouve aussi ce filtre, ce Ah oui, de filtre 2D l'image, comme ouais. ça de l'image, ouais, de l'écran. Mais cette expo justement, il y a un amusement avec, il y a presque oui, enfin, pour moi, c'était un moment assez récréatif parce que c'est tous ces tableaux-là. Là, en fait, il y a deux pièces, donc il y a 83 tableaux qui sont tous comme ça, alignés par le bas. L'expo à Nantes s'appelle Des Horizons, celle-là, elle s'appelle L'Horizon. Et Mmh. autrefois, je passais vraiment beaucoup de temps à soigner l'ordre des tableaux pour justement que cette narration soit plus ou moins subtilement en amorce. Enfin, il y avait comme ça quelque chose qui était très travaillé, très conscient. Et là, finalement, c'était assez drôle de faire un accrochage en une demi-journée, puis de presque jeter les tableaux sur le Au mur comme laser, quoi. ça. Ouais. Ouais, c'était très plaisant de faire ça, quoi. J'ai un rapport un peu compliqué à mon travail aussi. Toujours, quand un tableau est fini, j'ai besoin de le retourner, de ne plus le voir. Et finalement, euh, c'était un moment assez détendu de se retrouver comme ça avec un travail d'un autre temps, parce que le plus récent des tableaux de cette série a déjà 10 ans. Donc, Et ça ouais, faisait quand même presque. quelque chose, non, de retrouver tous ces tableaux non? Ouais, T'as c'est pas fait assez une. chouette. Ouais. Si, si. C'est cool. Ouais, quelque chose d'assez doux, ouais, à regarder tout ça. Et donc là, on va passer au troisième tableau. Et donc là, il y a une cassure, puisque c'est un moment où tu ne pars pas, tu ne pars plus d'images d'Internet ou d'images déjà faites, mais c'est des images que tu fais toi-même. Et c'est Ouais. avec le tableau qui s'appelle M39 Diffin. Alors ça, oui, bon, on en parlera après, mais
C'est voilà. Donc, est-ce que tu peux... Donc ça, c'est un tableau plus grand qui fait 140 sur 100 sur 100. Ouais. Alors là, les choses ont changé. Enfin, déjà dans la technique, je suis passé à la peinture sur bois à ce moment, qui me permet d'être plus Ouais. détaillé. Il y a plus de, c'est une touche qui est plus dynamique, qui est plus cristallisée, on va dire. Et en fait, c'est un moment où je suis un peu fatigué de ces atlas, de ces images, aussi de cette manière de fabriquer finalement un monde De ton d'images petit protocole, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, envie un peu de casser mon jouet. Et bon, il y a aussi une autre histoire avec un critique d'art qui me dit à un moment que j'ai pas de, enfin, que nous connaissons bien tous les deux, qui est Hector Obel, qui me dit très justement que je fais des œuvres, mais que j'ai pas d'œuvres. Alors effectivement, c'est pas un âge, je pense, avant 40 ans où un artiste est censé avoir une œuvre. Je pense que ça doit toujours être en développement. Mais ça m'a vraiment beaucoup marqué et ça m'a, disons que après un gros passage à vide, j'ai vraiment eu envie de prendre en charge ce rapport aux images, ce rapport à ce que je regarde et donc j'ai envie enfin, je découvre aussi Pascal Quignard, qui est un auteur qui m'a beaucoup influencé et comme ça par rêverie autour du texte, j'ai eu envie de peindre comme ça des lits royaux. Donc je suis allé dans des musées pour les photographier. Ça, par exemple, c'est un musée c'est un objet qu'on peut voir, qui est sous une immense cage en verre, qui est présent au Rijksmuseum à Amsterdam. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le fait que ces lits sont des objets où le pouvoir se dessine, où des dauphins et des dauphines s'accouplent sous les yeux comme ça des tuteurs pour essayer d'avoir un contrôle sur l'histoire, sur les descendants. Il y a quelque chose comme ça dans la reproduction du pouvoir, du mélange entre l'intime et le public et le politique qui me plaisait beaucoup dans cet objet. Et donc, c'est un ensemble de 5 tableaux. Et celui-là, par exemple, on voit sans voir. C'est-à-dire qu'il y a ce voile, cette tenture comme ça qui fait mur, qui fait obstacle. Et le lit nous regarde justement par cette tête que j'ai un peu transformée pour que ça ressemble à une sorte de petit oiseau un peu machiavélique comme ça. Je voulais inverser un peu justement ce rapport de regard. Et tu crois pas que tu as pris d'un coup un peu plus la peinture au sérieux? Ouais. Non, mais c'est-à-dire que comme tu avais un jeu comme ça aussi dans ton protocole qui était très où ça pouvait aller un peu dans tous les sens, d'un coup, tu t'es aussi contraint à affirmer, j'ai l'impression, à affirmer quelque chose, quoi, non? Ouais, c'est ça. Mais c'était À plus construire. peut-être. Ouais. C'était le bon moment aussi. Enfin, j'ai senti qu'il y avait justement par cette pratique, j'avais peut-être déjà une dizaine d'années de peinture un peu engagée derrière moi. J'ai senti que je pouvais peut-être faire plus que ces petits tableautins, parce que j'avais toujours assumé certaines choses. Enfin, je voulais absolument que ma position soit comme ça, le peintre du petit format. En fait, c'était juste des repères qui étaient finalement assez instables. J'avais envie de faire quelque chose de plus ambitieux et que ça passe par la peinture. Ouais, voilà. Enfin, c'est m'émanciper soi-même. C'est une idée qui est assez jolie, mais ouais. Et après, le fait d'assumer presque l'histoire, parce que là, d'un coup, c'est des objets qui sont chargés, qui sont presque des objets de musée déjà, de jouer le musée avec la peinture, ça, c'est un truc qui t'intéressait aussi. Ouais, justement. Enfin, c'est quelque chose de sérieux. Ouais. Alors, voilà, on va demander à notre réalisateur Nils de nous mettre la série L'accrochage de la folie mannequin. On les voit tous, ouais. Donc, si tu peux en parler, pardon. Ouais. Bah, c'est l'ensemble de la série. Enfin, ce que je disais sur un tableau est valable pour l'ensemble. Et puis, c'est aussi le fait de dire, voilà, il y a 5 tableaux, la série, elle est terminée. Elle a ce format-là. Et bon, malheureusement, elle a été éclatée aujourd'hui. C'est un peu dommage parce que c'est difficile pour la montrer. Mais, mais c'était ça. C'était donc toute cette réflexion, justement, autour de cette position par rapport à cet objet assez étrange. Et puis, oui, comme tu disais, c'est très juste aussi le regard sur le musée, parce qu'effectivement, il y a certains de ces lits qui sont entièrement reconstruits, recomposés, c'est-à-dire qu'on va travailler avec de nouveaux artisans qui vont refaire à l'identique ces objets. Alors que, par exemple, on voit certaines matières, justement, on a des velours qui sont très abîmés. Ça, c'est des choses que j'ai photographiées, c'est des lits qui sont présentés au Metropolitan à New York, et on voit justement qu'ils ont un rapport
à la matière historique beaucoup plus tendue. Il faut que ce soit d'époque, il faut que ce soit original. Ah oui, Donc, c'est c'est une ça question aussi de qui m'intéressait. restauration. Ouais. 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 Donc, en fait, ce que je montre, c'est aussi ça. C'est l'objet dans le musée. Par exemple, le tableau du milieu, il est carrément, enfin, c'était un lit qui était dans une pièce. Ils ont déplacé complètement le contexte géographique de ce lit. La pièce est présente avec ses sculptures, ses dorures, les miroirs abîmés. Enfin, tout est dans son jus, tout est là, quoi. Les period room, c'est vraiment ça, c'est l'idée de Voilà, des périodes montrer room, ouais, je dans cherchais le mot. son, ouais, qui est quelque chose d'authentique. Et cette authenticité, enfin, je pense elle m'intéressait aussi par sa limite, jusqu'à quel point c'est authentique, à quel point l'éclairage justement sur ces objets-là est muséal. C'est ça aussi c'est aussi une question que j'avais aussi abordée peut-être avec d'autres tableaux, mais qui sont pas présentés là. Mais par exemple avec des grandes sculptures africaines peintes sur fond Ouais. noir, où justement j'essayais de reconsidérer ce rapport entre l'objet et le musée, quoi. Mais bon, c'est Ça, il y en a un on peut le voir chez Marin, voilà, parce qu'il est exposé chez Marin. Ouais. ouais. Voilà. Et d'ailleurs, pour vous, la petite histoire, et je crois qu'Hector Aubac, tu as acheté un de ces tableaux, donc Tout comme à ça, fait. ça Ouais, boucle la boucle. ouais. Et on va passer au quatrième tableau, qui s'appelle La Géante. Alors, pour le coup, des fleurs. Alors, Damien, pourquoi des fleurs? Euh, alors, c'est ce rapport au sérieux à la peinture. Enfin, il y a quelque chose qui m'intéressait vraiment dans la fréquentation des musées, c'est de voir cette hiérarchie des genres comme ça, qui était vraiment très stable au fil des temps, et de voir que c'est quelque chose qui est devenu complètement caduque. Enfin, c'est aussi justement en m'interrogeant sur ce rapport à l'histoire de l'art. Oui, enfin, en France, on est dans une situation de rupture, mais disons que la peinture, on est malgré tout, qu'on le veuille ou non, en filiation avec une histoire très puissante et très forte. Donc, j'avais aussi envie de m'interroger au-delà du fait d'utiliser de la peinture à l'huile comme élément citationnel, mais vraiment d'aller fouiller dans ces genres et de voir comment je pourrais essayer peut-être de m'en emparer, pas de les actualiser. Enfin, c'est pas du tout mon propos. Enfin, l'ambition, elle est vraiment personnelle. C'est plus une sorte d'expérimentation presque, de voir comment que faire de la nature morte. Et donc, j'ai commencé en achetant des fleurs, tout simplement, les laissant un peu, déjà en les observant, en vivant avec. C'est un rapport, c'est déjà un geste qui était pour moi très compliqué d'acheter des fleurs. Enfin, j'ai beaucoup de mal à voir l'objet dépérir. Enfin, fallait déjà que je dompte cette émotion avant de pouvoir passer à l'atelier. Et donc ensuite, j'ai commencé à m'amuser avec ces vases, à faire des sortes de mise en scène, en installant des fonds et en travaillant mes lumières. Enfin, tout d'un coup, l'atelier devenait aussi une table de mise en scène. Ça se passe exactement à l'endroit où j'ai mon chevalet. Donc en fait, j'enlève la peinture, je fabrique les images à l'endroit où je peins et ensuite je reviens à cet endroit pour les peindre. Donc il y avait une sorte de superposition dans l'espace de ces deux moments. Ce qui m'intéressait, c'était aussi de mélanger des genres, c'est-à-dire que le tableau fait quasiment 2 mètres de haut. Donc, on est aussi dans un changement d'échelle très puissant Ouais. qui fait qu'on est presque dans un portrait de plein pied et un portrait sur le vase. Enfin, c'était ça l'hypothèse de travail de départ, d'essayer de mélanger un peu, d'abriquer tous ces différents genres. Et là, quand tu dis que tu fais une mise en scène, c'est tu t'installes le pot, tu mets les fleurs et tout ça, puis après tu fais une photo avec un bon appareil photo, c'est ça, hein, t'éclaires bien, Ouais, enfin, t'as tout un petit studio c'est presque un petit studio photographique en fait, quoi. Ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, disons que le passage à la peinture d'après nature, enfin, Ouais, passe par la photo. peut-être. Ouais. Ouais, j'ai besoin de cette mise à distance du sujet et puis aussi pour pouvoir aller chercher comme ça dans les détails. Pour pouvoir aussi analyser la matière, savoir comment la peindre. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, finalement, il n'y a pas de. En commençant ces tableaux, je savais pas absolument pas comment j'allais m'y prendre. Donc, il y a besoin malgré tout d'avoir une stratégie, une tactique de peinture, quoi. Et il y a un peu de Photoshop dedans ou pas du tout? Vraiment, ouais. Non, 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 parce que ça reste un document, la photo. Enfin, Mhm. je pars de ça. Enfin, même pour poser le dessin. Enfin, je peux utiliser différentes techniques, mais la plupart du temps, c'est le vidéo proche parce que ça va beaucoup plus vite. Et je sais qu'il D'accord. c'est un peu, un peu tabou peut-être parfois cette histoire
les Ah bah différents non, outils non. qu'on a pour la mise en place. Mais enfin, je m'en Il y a fous beaucoup de pas ceux mal qui parce qu'en en ont fait, peur. Ah ouais, bien ouais, sûr. c'est ça. Enfin, moi, c'est la mise Ouais. en place et c'est-à-dire qu'une Hmm. fois, enfin, Donc pour les proportions, tu projettes pour avoir les ouais, c'est ça. proportions. Et après, Ouais. voilà, c'est évidemment la matière et tout ça, tu peux pas la projeter, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. C'est ouais. passer la première couche, la peinture Hmm. commence et puis ça me permet juste de voir si le tableau tient. Une fois que T'as je suis d'accord avec cette ébauche, là, je commence le travail de Et, peinture. et ça glisse beaucoup par rapport à la photographie ou pas trop? C'est-à-dire que ça évolue. T'es surpris par le tableau ou tu colles presque scientifiquement à ce que tu as fait comme image au départ? Non, il y a de la touche. Enfin, c'est vrai Ouais, que il y comme a ça, beaucoup comme de c'est hasard. un grand Ouais, tableau, ça a l'air assez photographique et assez réaliste, mais c'est assez, ouais. Faut le voir en vrai, il y a, c'est toujours pareil. ouais, c'est ça, voilà. Ouais, Il y a ouais. pas mal de passages Notamment le fond. Ouais, peu ouais. inachevés ou parfois très ébauchés, parfois il y a des gestes qui suffisent. Enfin, c'est Hmm. la beauté de la peinture. Et alors, t'as une peinture, tu utilises aussi beaucoup, toi, alors, je sais pas comment on pourrait résumer ça, mais j'aurais dû réfléchir avant d'en parler. C'est, t'as des brosses très légères et tu rends le truc flou comme ça, et après tu remets de la netteté dedans, quoi. C'est ça, hein, un peu. Tu joues un peu avec ça. Là, je pense à ça parce que je vois l'ombre du vase à gauche, où on sent que ça a été très tiré, un peu à la Richter. Peut-être que je m'enfonce, hein, Non, 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 pas du tout. Non, non, pas du tout. Enfin, Non, mais je c'est vois parce qu'il y a un effectivement jeu de cette façon de densité. Tu joues procéder. avec ce truc de la peinture qui est quand même. Mais tu l'utilises beaucoup, j'ai l'impression. C'est-à-dire, tu fais beaucoup de touches que tu effaces. Enfin, il y a un truc qui est assez marrant parce que d'un coup, je trouve que tu retrouves ce sentiment, presque cette question de l'auteur que tu avais dans tes débuts de peinture où c'est comme si tu affirmais quelque chose pour mieux l'effacer avant, après, pour reficeler après. Enfin, il y a un truc comme ça, un peu. Où la touche d'un coup est un peu fragile, quoi. Ouais. Bon. Bah, ça Fragile, l'est c'est très toujours. beau, hein. Enfin, Mais oui, quand le tableau pardon. il est en cours, enfin moi ça m'intéresse pas trop justement d'affirmer un geste Voilà, pour tu le n'affirmes pas geste. le Enfin, geste. J'aurais dû dire je plus cherche une simplement. texture. Non, mais c'est ça Ouais, qui nous pardon. amenait à cette idée qui est Ouais. juste parce qu'effectivement c'est de ça dont il s'agit quoi. C'est enfin moi je suis au service du tableau. Enfin c'est un peu très très bizarre de dire ça parce que c'est moi l'auteur, mais Hmm. euh, j'ai quand même une idée de ce que je souhaite. Enfin, je voudrais le geste en soi m'intéresse pas plus que ça, même si j'ai tout un tas d'exigences, de caractéristiques que je souhaite atteindre en peignant. C'est pour ça aussi, par exemple, il n'y a pas de matière ou il n'y a pas de gestes trop brusques. Enfin, il y a aussi Hmm. une certaine délicatesse dans le travail se faisant et dans ce travail de fond, par exemple, il y a beaucoup oui, de touches avec un mouvement plutôt vibratoire. Enfin, après, j'essaie d'acclimater mon geste à ce que je cherche, l'attention que j'essaie de mettre dans le tableau. Et encore une fois, là, dans des rapports de couleurs ou des choses comme ça, c'est très personnel chez toi. Là, d'un coup, on pourrait dire que tu achètes les fleurs exprès pour que ça aille dans ton tableau, ou c'est le hasard et tu plies la réalité à ton esthétique, quoi. Bah, enfin oui, enfin j'ai beaucoup fait ça. Il y a beaucoup enfin, j'ai acheté beaucoup de fleurs. Enfin, je me suis Il y a un intéressé budget parce fleurs. qu'effectivement il y en avait pas dans ma vie, donc il y a un budget fleurs à l'atelier. Ouais. Mais la plupart du temps, quand c'est trop prononcé, quand l'intention est trop forte, en général, ça produit pas de potentiel de peinture. Je me retrouve avec des images qui sont parfois trop fortes pour la peinture ou trop. Hmm. Ouais, il y a trop d'intention dedans. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. J'ai besoin quand même d'une image qui soit modérément puissante pour pouvoir la peindre. Enfin, D'accord. c'est notre action, quoi. C'est notre interprétation de l'objet, quoi. Et là, on va passer au dernier tableau qui s'appelle Endless Summer. Et alors, pour le coup, que j'ai exposé, donc j'ai organisé une exposition à 100 mètres du centre du monde à Perpignan, un centre d'art avec 50 peintres de la scène française. Et il y avait ce tableau-là. Et c'était un délice de passer du temps avec lui. C'était vraiment un super beau tableau. Et c'est vrai, c'est trop bien. Et il a eu beaucoup de succès, je dois dire. Tu peux nous en parler un petit peu ou pas? Ouais, bien sûr. En fait, c'est vraiment cette histoire de, de revisitation des genres en peinture. Enfin, c'est une sorte de croisement. C'était un peu ça le postulat de départ. C'était de faire un paysage qui soit plus envisagé comme une peinture d'histoire. Disons que le format est assez grand, donc on a quelque chose qui est déjà assez immersif. Et j'avais envie quand même
Enfin voilà, tous des sujets qui sont actuels. Enfin, tu veux parler Ah bon? enfin il me semble que tu es assez informé aussi sur ces sujets-là, mais voilà, enfin tout de manière extrêmement sommaire. La planète brûle. Enfin, je suis pas là pour décrire davantage cela, mais voilà, le tableau, je voulais qu'il parle de ça, surtout que je l'ai fait vraiment dans l'intention de le montrer à l'école des Beaux-Arts de Nantes dans laquelle j'ai cette exposition, et c'est une école dans laquelle j'enseigne. Et j'avais envie de créer une exposition qui soit aussi, enfin d'aller à la rencontre justement des étudiants sur des thèmes qui leur sont chers et sur des choses que j'avais envie de partager avec eux, que ce soit comme ça une sorte de terrain de rencontre, de plateforme d'échange. La peinture, pour moi, enfin c'est aussi souvent ça. Ça m'intéresse aussi que ce soit un monde ouvert. Je veux jamais que ce soit trop autoritaire, même si celui-là est quand même fait un peu peur, quoi. Et donc j'ai aussi beaucoup retouché quand tu me demandais si je photoshopais, là c'est par la peinture où j'ai vraiment retouché pas mal les couleurs en essayant de rendre le tout un peu pop pour que le malaise soit un petit peu amplifié justement. Et le côté, t'as une manière de peindre où d'un coup, justement, t'as pas de présence, tout ça, donc il y a moins, c'est un côté froid comme ça, un côté sans affect. Il y a un côté cruel en fait. Voilà. Ça, c'est quelque chose que tu cherchais dans l'image ou? Oui, moi, c'est tendre. Ouais. Non, mais cette histoire de cruauté, effectivement, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, cette violence des images aussi qui est là en latence depuis toujours. Et mais justement, enfin, le détour par les fleurs, c'était aussi une des hypothèses. C'était par exemple de prendre un sujet, le sujet le plus tendre qui soit, et de voir si la violence subsiste, si elle est dans les recoins, où est-ce qu'elle comment dire. À un moment, il y a un précipité qui se fait dans le tableau. Je voulais voir où ça se passait. Et effectivement, là, en fait, j'ai quand même un peu plus ouvert les vannes. Enfin, je vais laisser plus de place à cette violence. Donc, quand tu parles de cruauté, effectivement, il y a cette noirceur, enfin, plus de place pour le démon. Mais malgré tout, ce qui m'intéressait, c'était aussi voilà, aussi envie de s'amuser avec la peinture, s'amuser avec des nuages, sachant que c'est quand même des choses extrêmement toxiques. Donc, c'est aussi cette toxicité de l'événement qui est en train de se produire que j'avais envie d'amplifier et aussi de décaler par l'usage de couleurs qui sont malgré tout un peu plus pop que dans la vraie vie. D'accord. Et ça, c'est une image que tu as faite toi ou que tu as récupérée quelque part Ça, c'est une image trouvée. Enfin, une image trouvée, c'est une image de photographe. Ouais. D'accord. Et alors, on va voir une petite vidéo qu'a fait notre réalisateur Nils, qui s'est déplacé à Nantes pour aller voir l'exposition. Donc, c'est au Beaux-Arts de Nantes. C'est jusqu'au 17 décembre. Et donc là, on voit plein de tableaux que tu as pu faire. Et donc, ça, c'est une exposition. Toi, tu es professeur au Beaux-Arts de Nantes, c'est ça? Ouais. Et donc, tu as fait une exposition qui a été décalée à cause du Covid et tout ça. Mais enfin, bon, voilà. Donc là, il y a une super expo qui donne trop envie. Donc, allez-y carrément, avant qu'il y ait d'autres Covid qui nous embêtent en plus. Et donc là, d'ailleurs, on voit enfin là, je suis en train de voir des fleurs que tu as jetées sur le sol presque. Donc, il y a aussi d'autres gestes que la tradition. Enfin bon, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, des choses plus, enfin, des espèces de jeux comme ça avec la perspective et aussi ce qu'on est en train de regarder. Enfin, le fait que ce soit un sol ramené à la verticale. Ouais. Mais c'est quand même assez, c'est des expériences d'atelier finalement. Enfin, ça reste des choses assez sommaires et presque enfantines finalement. Sont pas des gestes plus signifiants ou politiques que ça. Ça reste du jeu. Tu as quand même des gestes forts comme les pinces de crabe tenues par les mains, là, dans des mains. Ça, c'est aussi c'est du non signifiant, mais c'est quand même très fort comme symbolique. Ouais, celui-là, effectivement, il est un peu plus forcé. Enfin, ça c'est un tableau que j'ai envie de refaire. Je suis parti. En fait, il y a peut-être c'est vraiment ma toute première année après être sorti des Beaux-Arts. J'ai fait un tableau ce tableau-là, des mains qui tenaient de toutes petites pinces de crabe. J'avais envie de le rejouer parce que c'est un tableau auquel je pensais souvent, et parfois les tableaux sont partis. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur vie, ils ont été achetés, acquis. C'est super. Mais malgré tout, les images restent, et on a envie parfois aussi enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est en train d'apparaître dans mon travail. On va avoir envie
de rejouer certaines images, quoi. Enfin, je pensais Ah, aussi c'est à cool, c'est ouais. Baslitz, ouais, qui m'avait vraiment, enfin, le fait d'avoir fait une sorte de remix de toute une exposition qu'il avait fait 20 ans auparavant, je trouvais le résultat vraiment tellement stupéfiant que cette idée avait, enfin, j'ai un peu pris ce truc de pouvoir rejouer un tableau. Donc là, je lui ai donné un peu vraiment toute son ambition. J'ai vraiment envie de le faire en grand et intensément. Là, tu as fait 3 fois, alors c'est ça déjà, les Ouais, pinces de crabe. Ouais, c'est ça. ouais, Ouais. ouais. Ok. C'est aussi une image qui m'intéresse, enfin, aussi ce rapport à l'outil finalement de s'emparer du vivant et d'en fabriquer un outil face à cette main qui tient euh, cette pince de crabe qui est Mhm. autrement plus, bah, qui a un autre usage quoi, que la simple main. Enfin, c'est ça aussi qui m'intéressait dans cette sorte de collage, quoi. Et le grand livre brûlé, tu peux nous en parler un petit peu ou pas? Oui, ça c'était une sorte d'amusement autour de la peinture française, l'histoire de l'art. Enfin, c'est un Mhm. manuel d'histoire de l'art comme ça qui est ouvert sur C'est cramé. voilà, sur le Delacroix. La seule chose qu'on puisse lire, c'est peinture française, enfin de peinture France. Et, euh, et voilà, enfin bon, c'est quelque chose d'assez idiot quoi, de dire comme ça, peindre sur les cendres de la peinture de son propre pays. Enfin, c'est aussi une question que je me suis posée parce que j'ai passé 15 ans en Allemagne. Enfin aussi, c'est toutes ces années après les Beaux-Arts, je les ai Ouais, passées tu as vécu à Berlin, ouais. à Berlin À pendant Kiel, 15 ans, ouais. à Kiel, Ouais. oui, un an, puis ensuite 15 ans à Berlin. Et c'est une question que je me suis toujours trimballé, quoi. Qu'est-ce que ça signifiait aujourd'hui? Euh, enfin, où se passe qu'est-ce qui est culturellement euh, actif dans un travail de peinture? Donc, c'est des questions qui continuent de me préoccuper. Et le tableau, c'est une sorte de réponse, quoi. Mais j'y réponds par la peinture. Enfin, c'est aussi encore une fois cette texture quoi de papier brûlé, c'était ça finalement l'enjeu du tableau, c'est de se confronter à quelque chose de nouveau, et puis encore une fois ce format de peinture d'histoire, quoi. Et toi, comment tu as vu la scène, on va dire, française, de loin, comme ça, évoluer sur 10 ans parce qu'il y a des fois où enfin, j'ai des souvenirs où tu revenais de Berlin en disant c'est là que ça se passe, puis à la fin, là récemment, tu me disais plus souvent, bon, bah, ça se passe plus à Paris qu'à Berlin, quoi, pour la peinture ou des trucs comme ça. Donc, Ouais, enfin en fait j'étais malgré tout on était tous ensemble durant toutes ces années-là. Enfin, j'ai montré mon ouais, travail en ouais. Non, bien France, sûr, ah, non, bien sûr, non, non, bien sûr. Oui, oui, donc donc tu c'est as vécu aussi ces expos, mais tu étais un peu écarté, donc tu avais peut-être un sentiment de. Enfin, j'ai l'impression que tu avais une vie. C'était pas la même vie à Berlin que la vie à Paris, quoi. On est plus isolé à Paris qu'à Berlin, en fait. T'avais plus de vie, il y avait plus une vie sociale entre artistes à Berlin qu'à Paris, j'ai l'impression. Mais non? Ou peut-être je dis n'importe quoi, hein. non, bah c'est assez délicat de faire des D'accord. comparaisons parce que Ok. c'est pas les mêmes milieux. Enfin, à Berlin, Mhm. c'est une ville un peu sans institution, mais avec énormément d'artistes. Donc, tu avais cette vitalité, tu avais Ouais. les ateliers qui étaient des lieux d'exposition. Enfin, chaque soir, tu avais des expositions complètement folles, justement, où il y avait très peu de règles et très peu de cadres. Donc, c'était quelque chose de très vivant. Mais non, enfin, après, il y a pas de. Enfin, j'ai vécu les deux avec autant de Mais d'un coup, aussi peut-être qu'il y avait plus passionnément. d'initiatives d'artistes, alors. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça, c'est sûr. Ouais. ouais. Ok. Non, mais j'essaie d'égrener des petites infos, c'est tout. Alors, on va passer à la deuxième partie de notre émission. Et je t'ai demandé une peinture d'histoire de l'art qui était importante pour toi. Et tu m'as proposé un chef-d'œuvre de Velázquez, un de ses derniers tableaux, qui est le portrait de Philippe Prosper, voilà, qu'on peut retrouver au Kunsthistorische Museum de Vienne, qui est trop bien. Ouais. Tu me dire quelques mots? Ouais, c'est un musée que j'adore. C'est un peintre que j'adore. En fait, j'ai un rapport à l'histoire de l'art qui est quand même un peu particulier. Enfin, j'avais d'abord fait des études de sciences, j'avais pas pris de cours de dessin. Je suis vraiment rentré par une voie autodidacte assez brutale où c'était juste des peintres. J'avais une famille de peintres comme ça qui était vraiment très restreinte. Et donc, la, la peinture classique, j'ai découverte visuellement, sans aucune approche théorique, enfin très très peu. Donc, Velasquez, ça m'a tout de suite, ça m'a toujours donné envie de peindre. Et je l'aime d'amour, tout simplement. Enfin, disons que c'est assez difficile à décrire, mais disons que
c'est un tableau qui est formidable pour tout l'air qu'il y a dedans, tout cet espace qu'il y a. Enfin, il y a quelque chose de vraiment étonnant. J'ai l'impression qu'il y a très très peu de peintres qui arrivent à faire ressentir cette autant de matérialité, autant de présence avec si peu de moyens. Et c'est ça qui m'a toujours excité chez lui. Et après, j'ai toujours trouvé très il y a une noirceur dans son travail qui m'a toujours beaucoup marqué. Enfin, c'est surtout dans ce tableau-là, cet enfant qui peut pas faire un pas sans qui doit toujours être à portée de regard parce qu'il va mourir à 4 ans. Enfin, il y a quelque chose. J'aime beaucoup aussi ces Oui, il est tableaux. mort. Il est mort après. Il est mort. Ouais. Ces Il est tableaux mort. comme ça, il est mort. comme la femme au perroquet chez Manet. Enfin, des personnages qui justement ce rapport au sujet. Comment montrer la maladie dans la peinture. Enfin, ce petit chien justement avec toute sa vitalité qui vient faire amplifier la morbidité du tableau, quoi. J'aime beaucoup aussi quand il y a des animaux dans les tableaux. Je pense qu'il y a toujours une transsubstantiation qui est à l'œuvre, qui est en cours, et j'aime ces moments-là justement on peut interchanger les regards et voir ce que ça raconte. Et puis tout ce qui se passe en arrière-fond aussi, qui est très beau, très juste comme ça, avec un ailleurs. Enfin, le fait que le tableau soit absolument pas claustrophobique. Il y a souvent ça chez Velázquez. Il y a un au-delà du rideau. Enfin, et puis sa peinture, enfin, qui est quelque chose de fascinant. Enfin, quand on est face à elle dans la réalité, il y a quelque chose de surprenant parce que tout est là. Il y a assez peu de mystère. Enfin, il nous raconte comment il fait. On s'approche, finalement, on est dans une Ouais, abstraction telle qu'on voit exactement comment c'est fait. Enfin, c'est transparent comme c'est technique, ouais. ouais, c'est ça. C'est ça qui est fascinant. Et puis cette espèce de flou autour du visage que je trouve aussi assez surprenant, le personnage en train de s'effacer. Mais je pense que c'est l'histoire de tous les peintres. Enfin, c'est une banalité de parler de Velázquez comme étant le peintre des peintres, mais enfin, c'est notre papa à tous, quoi. Il y a aussi cette tendance donc, qui vient de Velázquez, qui va à Manet, qui arrive à Bormans, qui arrive à Tumans, tout ça, tous ces peintres-là que tu aimes beaucoup aussi. C'est ce goût-là du réau blanc, comme ça, très, très, très virgule, quoi, comme ça. Moi, j'ai jamais compris pourquoi c'était aussi à la mode. Non, mais pourquoi c'était aussi important aujourd'hui? Pourquoi ça nous touchait aussi fort? Je donne un exemple tout bête, mais dès que je mets un détail de Manet sur Instagram, d'un coup, il y a 200 likes en plus, quoi. Et on sait pas pourquoi. Non, mais c'est un vrai mystère. C'est un vrai Ouais. mystère. Je sais pas pourquoi. Dès qu'il y a un rayon blanc, c'est ça? Ouais, dès qu'il y a ce petit truc un peu, cette petite virgule comme ça, on est content, quoi. On sait pas, c'est un Ouais. mystère. Ben, c'est aussi un geste, c'est finir un tableau, le petit rayon Mm. blanc. C'est ça qui est fascinant dans ce mouvement-là. Juste, c'est Tumans aussi qui en parle pas mal justement de ce moment où il ajoute des touches de peinture qui soient absolument pas, mais lui, il sait qu'il est en train de verrouiller le tableau, de le terminer. Et justement, ces petits rayons blancs, enfin, c'est ça Mm. le magic avec Velasquez, c'est qu'effectivement, on le voit justement retenir la joie pure de peinture de ce geste-là jusqu'au dernier instant. Ouais, puis on sent que Velasquez, il est pressé, alors que là où Manet, il a peut-être réfléchi avant d'y aller, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc Ouais. un peu plus lâché chez Velasquez, quoi. Ouais. Ouais, à Manet, des fois, quand même, Non, non, mais bien tu sûr, vois, bien sûr. ouais. Ouais, Portrait de Clémenceau, enfin, ces deux ouais, yeux là ouais. qui sont juste Ou je des dis des impacts conneries de encore. pinceau. Je suis encore en train de dire des conneries. Bon, En tout cas, voilà. Enfin, il y a aussi quand tu ouais. parles de vitesse, c'est un truc qui me fait beaucoup fantasmer parce que moi, je suis quand même Non, on techniquement n'a pas plutôt parlé, je crois. en Au galère. blanc. Ouais. Donc Ça se c'est voit pour ça pas. qu'on bah, c'est gentil. Enfin, en même temps, je pense Non, que c'est vrai. malgré tout, ça doit se voir, je pense. C'est aussi pour ça que je travaille avec beaucoup de couches, c'est qu'il y a une certaine ingratitude dans certains états de la peinture et j'ai besoin de pousser tout ça encore davantage et de passer beaucoup de temps sur le tableau avant que commence à en émerger quelque chose. Donc, quand je regarde justement Manet ou Velázquez ou des peintres parfois plus rapides, ça me stimule énormément aussi, ouais. Super. Alors, je t'ai demandé, il y a une peinture d'histoire de l'art que tu rejetais ou que tu n'aimais pas, et tu m'as parlé de Max Beckmann avec l'autoportrait en clown. Voilà. Ouais, ouais. Donc, quoi? Allez.
C'est possible parce qu'on est déjà un peu en retard. Ouais, je trouve ça très ingrat. Enfin, je trouve j'arrive pas, quoi. J'arrive pas avec Beckman, ces représentations, ce cerne noir systématique. Enfin, justement, là, C'était BD, ouais. Ouais, j'étais encore à Berlin, à la Neue National Gallery, là, qui vient de rouvrir. Ils ont toute une série comme ça. Alors, effectivement, il arrive à parler des désastres, de la guerre, et enfin, il y a quelque chose, effectivement, de très puissant à s'emparer de toutes ces choses-là et de s'emparer de l'histoire de son pays, mais en même temps, j'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'illustratif et il y a une absence totale de sensualité, quoi. Comment? Ouais. Mais il y a un chat qui est horrible à côté de sa main, là, qui est vraiment très moche. Ouais, c'est plus la trompette, moi, qui me pose problème. Mais je suis gêné quand même avec un tableau que je n'aime pas. Enfin, j'ai aussi beaucoup changé. J'ai aussi du mal à détester des choses. Enfin, alors que mes débuts en peinture, c'était empreint que de ça. Enfin, j'écrivais des poèmes et il s'agissait de brûler des musées. Enfin, ça allait quand même assez loin en termes de ravage. Je t'ai même pas posé la question, mais toi, tu aimes beaucoup la littérature et tout ça, et tu as des titres très, très sophistiqués à chaque fois qui n'ont pas forcément un rapport avec le tableau, c'est ça, hein? C'est une espèce d'haïku où c'est un peu bougé depuis ou... Non, pas trop. Enfin, j'ai conservé cette façon de titrer les tableaux qui est une sorte d'amusement avec moi-même. Enfin, c'est comme une fête. Le tableau étant terminé, je peux me permettre par le titrage soit de l'emmener un peu ailleurs, soit de consolider l'énigme. Enfin, c'est ça aussi qui m'intéresse dans le titre, c'est que c'est un nouvel éclairage sur le tableau. Mais bien souvent, c'est un espèce de geste un peu nonchalant. Ça peut être le titre d'un morceau ou j'ouvre un livre au hasard, je colle deux mots ensemble. Enfin, il y a une fête finalement dans cette façon de titrer le tableau, parce que le tableau est terminé, c'est le moment de s'amuser. Bon, bah, laissons Max Beckman et son désastre peint de manière désastreuse, et on embrasse son Sam Kiefer. Et on va passer à une œuvre qui a nourri ta pratique. Et donc là, tu m'as proposé des musiciens électroniques, c'est ça, ou du musicien électronique? Ouais, c'est un groupe. Otech. Ouais, Otech. Voilà. Oteker, donc Oteker, voilà. duo de musiciens anglais, ouais, c'est la musique électronique, okay. Ouais. Assez déstructurée. Enfin, c'est une espèce de dance music indansable, de grands collages, de boîtes à rythme déréglées, d'utilisation d'algorithmes ultra sophistiqués qui servent juste à faire des bruits assez peu musicaux, mais il y a il y a un vrai travail de sculpture dans leur travail, quelque chose. Mais en fait, je voulais parler d'eux juste parce que ils ont accompagné ma vie musicale et aussi ma vie de peinture. Enfin, donc, que fait-on quand on peint? C'est aussi une question intéressante. Il y a d'autres sens qui sont à exciter ou à calmer. Donc, la musique accompagne aussi beaucoup mon travail à l'atelier et surtout ce groupe qui pour moi, que j'écoute depuis toujours et j'avais envie de parler d'eux. Alors ça, c'est plus un travail un peu particulier qu'ils ont fait pour une radio. Il s'agit d'un ensemble de 4 disques. On passe vraiment par des choses très mélodiques pour aller vers quelque chose de très très sombre, de très déstructuré. Le dernier disque, c'est une sorte d'ambiance post-apocalyptique avec un dernier morceau d'une heure. Enfin, je vous conseille d'aller écouter ça. Ça dure 8 heures. C'est le temps d'un tableau. C'est quand même assez violent. Moi, ça fait penser à des e-dosers. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. E-dosers, c'était à un moment donné, ils nous vendaient des sons qui étaient censés être comme de la drogue et te faire des effets de drogue et les écouter comme ça. Mais c'est pareil, enfin, c'est impressionnant, quoi. Tu l'écoutes 5 minutes, c'est quelque chose, quoi, quand même. Ouais. Toi, tu l'écoutes tout le temps en peignant. Non, pas tout le temps. Ah ouais. Non, j'écoute pour finir les tableaux, en fait. Ouais, c'est très puissant. Ouais. Pour finir un tableau, j'ai besoin de ça. Enfin, j'ai besoin de tracklist assez particulière pour pouvoir mener un tableau à terme. Surtout, je connais bien leur musique, donc je sais quoi prendre pour pouvoir gérer ma propre énergie. Et toi-même, tu as composé de la musique, tu as fait DJ et tout ça, à un moment donné. Ouais. Bah là, j'y reviens. Enfin, pas la table d'atelier, mais il y a un tas de machines à ma gauche qui permettent aussi de faire un break pendant la peinture et justement de prendre un peu la distance, quoi. Ça me semble être une bonne façon plutôt que de fumer des clopes, je joue un peu de musique et je retourne à la peinture. Voilà.
alors, je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé et tu m'as parlé de La peinture et le mal de Jacques Henrique. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? J'avoue que je l'ai lu, mais j'ai pas pu prendre mes notes parce qu'elles sont chez moi et pas là où je suis. Mais voilà. C'est mon premier vrai livre sur la Mhm. peinture. Enfin, les tout premiers, j'étais allé vers des choses, vers les Kandinsky, des choses comme ça, Ouais. je voyais pas le rapport finalement avec ce que je souhaitais faire. Je On me comprenais déconseille fortement. Ouais, pas dans un premier temps. Même dans Et, un second. Même. ouais, c'est ça. Non, disons il y avait tout d'un coup quelqu'un justement qui n'était pas dans une théorie Ouais. trop radicale et trop éloigné de la peinture, mais ça parlait de beaucoup de politique, Oui, d'église. c'est proche de la vie aussi. Ouais. C'est un journal intime. Ça parle je trouvais justement cette façon de parler de Tintoret, de Watteau, de Manet ou de Pollock ou de Kooning au présent. En fait, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de lire et de peindre aussi, parce que tout d'un coup, je trouvais qu'il y avait il y avait des mots sur la peinture qui pouvaient être autre chose que ce que j'avais entendu jusqu'alors. Enfin, il y avait une manière personnelle d'en parler qui était complètement assumée, quoi, justement en tant qu'auteur. Et c'est ça qui me plaisait. Je suis assez la théorie sur l'art, j'ai beaucoup de mal à la lire. Enfin, je suis plus, je trouve mon compte dans le roman ou dans des choses peut-être plus expérimentales, mais pas le commentaire sur l'art est parfois complexe pour Tu moi. m'avais fait découvrir les livres de Philippe Solers parce que tu en parlais très très bien. Et moi, pour moi, c'était un clown de médias. Et puis d'un coup, tu en parlais avec tellement de sérieux que j'avais vu ça et j'ai dit, je trouve ça génial. Mais grâce à toi, c'était vraiment Ok, super. ah bah, je suis ravi. Non, mais je t'en suis reconnaissant. Ouais. Ouais, super. Bah, C'est aussi justement, quelqu'un. grâce à justement, enfin Jacques Henrique, c'est lui aussi qui m'avait fait découvrir Oui, Solers, Solers, ouais. Guyotat, enfin, des auteurs comme ça. Quoi. Ouais. Bah, je vous conseille le site de Philippe Solers qui s'appelle Pile et Face là, sur Internet. C'est une bombe. C'est incroyable comme de générosité. Il y a plein de choses dedans. Mm. C'est vraiment formidable. Alors, on est un peu en retard, donc on passe assez vite. Et on passe assez vite à un chef-d'œuvre contemporain, qui est donc, je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais, et tu m'as proposé Der Diagnostische Blick de Luc Tumans, qui est un tableau que je sais que tu as copié, parce que j'ai vu Oui. ce tableau-là dans la chambre de tes enfants. Donc tu le connais bien, tu connais bien ce tableau. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Ouais, ben je le connais effectivement bien parce que je l'ai copié, Bah donc oui. j'avais besoin de comprendre comment il arrivait à ces couleurs-là. Et bah, tout simplement, pour moi, c'est un des peintres les plus importants d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est aussi cette approche euh, qui dépasse le tableau, enfin justement de savoir créer des séries qui soient vraiment des constructions très très fortes et très ambitieuses. Donc là, en fait, il part vraiment pour ce tableau-là d'un dictionnaire médical. Il essaie justement de dépersonnaliser le portrait et de peindre la maladie même. Donc il y a quelque chose comme ça que je trouvais très fort. Et enfin voilà, enfin il y aurait tellement de choses à dire sur lui, enfin ou sur d'autres tableaux. Enfin je sais pas, il y en a un qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est l'architecte où justement c'est un portrait d'Albert Speer, enfin le grand architecte nazi qui est juste en train de faire du ski, qui est tombé, qui a l'air de beaucoup s'amuser. Et par le format du tableau, justement, il arrive à créer comme ça une collision entre la banalité et la force historique de ce qu'il représente. Enfin, tout ça, ça m'a beaucoup influencé et ça m'a permis aussi de comprendre que la peinture pouvait beaucoup et que c'était parfois autre chose que des images ou que justement le discours sur l'image pouvait aussi se faire en peinture et justement au-delà du langage, en tout cas. Et tu Sur trouves un pas qu'il y a côté. un énorme écart entre l'efficacité de cette image-là, de cette peinture-là, qui est vraiment hyper réussie, quoi, et tout le discours qu'il y a autour, l'histoire de nazis, l'histoire de maladie et tout ça, où en fait, finalement, enfin moi quand j'écoute Luc Tumans, j'ai envie de lui dire, mais vas-y, fais les peintures, quoi. Oui, il le Parce qu'il y fait. a... Enfin, ouais. Ouais, oui, non, non, mais il y a d'un coup, il y a des, oui, mais d'un coup, il y a des peintures qui sont plus, je pense à la grande nature, la nature morte géante qui fait 2 mètres, qui sont plus presque mentales et moins picturales, quoi. Là, il y a une efficacité qui est presque où il n'y a pas besoin de tout le bagage qu'il ramène, quoi. Je sais pas, hein, je pose la question, Ouais, mais je suis d'accord. On parlait de ce tableau-là. Enfin, j'ai l'impression que c'est une, ouais.
je trouve ça un peu délicat de parler d'un tableau. Enfin, moi, c'est vraiment toute son œuvre qui m'a travaillé, tout ce qu'il peut en dire. Enfin, ça a vraiment infusé dans ma façon d'envisager la peinture. Après, ce tableau-là, me plaît parce que je l'ai copié. Enfin, j'ai une histoire aussi très personnelle avec lui. Non, mais il est hyper efficace, mais j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre l'efficacité de la peinture et même l'efficacité de l'image. C'est-à-dire qu'on se souvient tous de Cher Peintre où il était partout et c'était trop génial et tout ça. Et tout le discours qu'a Tuymans, son rapport comme ça aux lumières trop blanches. Enfin, voilà, il y a un truc comme ça de presque trop pensé. Je sais pas. Hein, Ouais, ok. Non, moi j'ai une attitude un peu enfin, je suis assez peu critique, c'est-à-dire que D'accord. Non, mais je le regarde, je l'écoute en tant que fan. Enfin, il y a quelque chose d'un peu émotionnel par rapport à son travail qui fait que je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais c'est j'ai une adhésion qui est peut-être un peu un peu sans limite, objectif, quoi. Et tu lis ses textes et tout ça, tu lis les interviews. Ouais. Même pas. Si. Okay. Si, mais je sais pas, sur The Image Revisited ou Doué pour la peinture. Enfin, c'est toutes les interviews qu'il a pu faire. Enfin, c'est des choses qui m'ont accompagné aussi, ouais. Bon. Et alors, je parlais de Cher Peintre, et justement, Luc Tuymans, il a ramené Bruno Péramant dans ce... Donc, je t'ai demandé un peintre contemporain français que tu aimais, et tu m'as parlé de Bruno Péramant, qui justement a été ramené par Luc Tuymans dans cette expo, qui était une expo qui était à Beaubourg. Ouais. Pour la petite histoire, ça c'est Bruno Péramant qui m'a raconté ça, c'est Luc Tuymans avait vu, et on revient à Jacques Henrique, parce qu'il avait vu une petite image de Bruno Péramant dans Art Press, c'est comme ça qu'il a dit « je veux le rencontrer » et tout ça. C'est quand même assez mignon comme histoire. Et donc là, donc tu m'as proposé Le Voyeur de Bruno Péramant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est la même histoire qu'avec Tuymans. C'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup regardé. Il a peut-être, c'est la génération juste au-dessus la nôtre, la mienne. Donc, j'ai toujours regardé son travail et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration intellectuellement et à vraiment tous les niveaux. Enfin, c'est de la même façon que pour Tuymans, c'est un rapport extrêmement subjectif à son œuvre. Enfin, j'adhère à beaucoup de choses que j'ai vues et il partage aussi quelque chose avec Tuymans qui est que j'aimerais avoir mais que j'arrive pas à prendre en charge. C'est peut-être cette position d'artiste, l'ambition, enfin en tout cas comment dire ça, d'avoir conscience de ce qu'est un artiste au monde et l'ambition qui doit accompagner cette position. Enfin, c'est la part politique qui va avec, cet engagement, la parole qui doit être portée, voilà, cette intensité, c'est des choses que j'admire chez beaucoup d'artistes, enfin, aussi pour ces deux-là, mais c'est quelque chose peut-être qui me fascine aussi parce que moi, je sais pas, ma position, moi, elle est beaucoup plus terne finalement, et je suis toujours assez admiratif des peintres qui sont une sorte de flamboyance comme ça dans leur être au monde en tant que peintre. Et eux aussi, j'ai vu, enfin, il a réalisé des séries que j'ai trouvé vraiment exceptionnelles. Enfin, tout récemment, tous ces Moby Dick, j'étais estomaqué devant ce que je voyais. Enfin, je dis estomaqué parce qu'effectivement, j'ai une sensation corporelle, quoi. Super. Alors, on est en retard, évidemment. Alors, j'aurais bien voulu rajouter trois actualités que tu as. Donc, il y a 2 petites expositions collectives. Donc, il y en a une qui s'appelle L'Enfer. Ça te souviens du nom de la galerie ou pas? Oui, Sabine Bayassi. Voilà. Donc, c'est le commissariat de Lieu-Mas-Monteil, ouais. Merci, Olivier. Voilà. Et c'est jusqu'au 15 janvier. C'est une exposition de choses érotiques, d'images qu'on n'a pas le droit de montrer, voilà, sur les réseaux et tout ça. D'ailleurs, je fais partie aussi de cette exposition. Et une autre exposition de groupe qui s'appelle Nature Morte. Là, c'est Galerie Valérie Delaunay. Est-ce que tu peux nous en dire? C'est des expositions sur la nature morte. Voilà. C'est simple. Et là, c'est 42. Allez les voir, voilà. Voilà. Bon, c'est pour les Parisiens, parce que pour le coup, on m'a reproché de faire une émission trop parisianiste. Là, on a quand même Nantes, on a Cholet. Voilà, c'est sympa, quoi. Et alors, enfin, tu as une autre actualité.
c'est un livre qui vient de sortir aux éditions Dilecta, qui vaut exactement 32 €, je viens de voir, voilà. Voilà. J'ai perdu le chiffre. Voilà, donc là, on va mettre sur Twitch le lien si vous voulez. Attends, qu'est-ce qu'on peut offrir à Noël aujourd'hui? Moi, je vais offrir ça. On n'a jamais été aussi proche de Noël, quoi. Voilà, Oui, 32 €. Et donc, c'est un livre en 2 parties. Il y a une partie texte et une partie peinture, c'est ça? Ouais, c'est un livre que j'ai construit avec Thomas Faure, qui est commissaire, critique d'art, et ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble sur ce projet. Trop bien. C'est un très très bel. Je suis vraiment ravi qu'il ait vu le jour, et j'en suis très très fier. Cool. Ouais. Et alors là, on va voir les détails un petit peu des pages à l'intérieur. Mais en plus, tu vois, ce qui est dingue, c'est que tu as tellement de travail que tu pourrais faire des livres de 400 pages, quoi, quand même. En vrai, les fusains, je pense aux fusains que moi j'adore. Ah oui, tiens, c'est vrai, je les ai un peu oubliés. Bon, voilà. Non, je dessine plus, c'est assez plus. Mais il y a une urgence. Ouais. On va dire ça Non, comme ça. je travaille beaucoup, mais on est tous. Je sais, enfin tous les artistes Pardon, que excuse-moi, il y a quelqu'un qui est en train de me toquer à ma porte. Voilà. les artistes que tu reçois, enfin, sont tous tout autant acharnés, plus ou moins. Donc, Oui, je mais pense pas que pour moi, c'est pas une valeur en soi. Ouais. Ouais, je travaille beaucoup, ouais, bien sûr. Alors, je suis désolé parce que je laisse des gens dehors alors qu'il fait froid dehors. Enfin, c'est une catastrophe, je sais pas comment faire. Nils, on va demander à Nils, Nils, il y aurait quelques questions qui sont passées sur le chat, même oui. s'il est déjà en retard. Ouais. Que vous a apporté le fait de devenir professeur dans une école d'art? Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Alors, j'ouvre juste une porte, j'arrive. Ah oui, sauf cette personne. Déjà, ça m'apprend à, ça calme un peu. Enfin, ça permet aussi de se rendre compte que plus de la position de laquelle on parle, c'est-à-dire que voilà, enfin l'homme blanc de bientôt 50 ans, voilà, ça c'est ce que je suis actuellement, et ça m'a permis aussi de voir qu'il y a tout un tas de il se passe plein de choses dans ton dos, Thomas, c'est très bien. C'est bon. Mais justement, enfin, de mieux comprendre le monde actuel, finalement. Enfin, c'est quelque chose. C'est ça que ça m'a. Enfin, c'est une vraie ouverture, parce que l'atelier est quelque chose de tellement autarcique qu'il y a une sorte de. C'est une sorte de retraite. Il y a une disparition du monde qui fait qu'on est assez peu en prise avec aujourd'hui. Et tout d'un coup, je suis en contact avec une grande vitalité, des questions qui viennent un peu me bousculer, qui sont nouvelles, et donc j'essaie aussi de réfléchir et pour les accompagner le mieux qu'ils soient. Donc c'est ça que ça m'apporte. Et puis aussi il y a aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans cette position, c'est aussi le fait de faire attention à ce que je dis aux étudiants. Toujours leur parler d'où je suis, donc j'essaie de leur dire des choses que j'appliquerai aussi à moi-même, c'est-à-dire de pas exiger des choses trop fortes en me disant en des choses trop irréalistes ou trop exigeantes. J'essaie d'être assez bienveillant, et enfin voilà, c'est ça que ça m'a appris. Ouais. Une autre question, Nils? Oui, bonjour. Pourquoi ce refus de peindre d'après nature? C'est beaucoup trop violent. Enfin, il y a trop d'informations. Mais peut-être que j'y viendrai. Juste, j'en discutais justement avec Axel Palavi, que je rencontrais à Berlin il y a quelques jours, et qui parlait justement de cette sorte d'épiphanie qu'il y avait eu à travailler d'après la nature. Et bon, il y a comme, j'ai besoin d'une distance, j'ai besoin que ce soit froid, la peinture. Il y a un truc un peu cadavérique que j'ai besoin qu'il y ait des images, que ce soit vraiment à distance comme ça. Je trouve ça vraiment trop brûlant d'avoir le sujet. Je trouve ça trop impressionnant. Il y a trop d'informations. Je regarde les objets qui sont sur ma table. Si je me mets en face de cet instant de peinture, vraiment, je pense qu'il y aurait énormément de panique. Il y en a déjà suffisamment comme ça devant la peinture. Donc, il y a besoin malgré tout de resserrer un peu l'étau comme ça des possibilités pour qu'il y ait le moins de liberté possible. Enfin, c'est assez curieux de dire ça, mais je pense pas que la liberté soit un ami
à l'atelier et peindre le réel, ça me semble trop fou. Et la moindre variation dans la lumière, enfin, je pense qu'il faudrait reconsidérer tout, peut-être tout le tableau. Et c'est déjà un édifice suffisamment fragile comme ça, donc pas pour le moment, mais en même temps, enfin, j'y viens petit à petit peut-être, on verra. Et là, tu as peint, t'as peint des natures mortes, tu as peint des paysages. Est-ce que tu vas te coller au portrait ou pas? Ouais, j'y pense. Ouais, tu penses. Ok. J'y pense, mais ce sera pour cette étape justement du vis-à-vis et de peindre d'après Justement, modèle. ça Ouais. va. Ouais. On y va complètement. Bon. Ouais, peut-être un dernier tableau avant de mourir, un petit portrait d'après nature. T'as encore le temps avant de mourir. Non, Ouais. ça m'intéresse finalement de continuer à explorer ces histoires de genre parce que parce que j'y trouve mon compte et je trouve que c'est un champ comme ça qui est assez large. Donc je navigue là-dedans et oui, le portrait c'est quelque chose auquel je pense beaucoup. Ouais. Et en vrai, c'est très dur d'inventer un genre en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de genres, mais moi j'ai cherché à inventer des genres. C'est pas si évident que ça de trouver quelque chose aussi fort comme simplicité de catégorie, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais bon. Ouais. Moi, j'aime assez l'idée aussi de s'emparer des outils disponibles. Enfin, je pense que rien n'est caduque. Enfin, y a pas de. T'es pas contre la tradition. Bon. Et ben merci beaucoup Damien. C'était super intéressant. Ben, merci Thomas, merci Nils. Ouais, merci Nils. Et puis on se retrouve. Alors dans 2 semaines, il y aura Axel Palavi. C'est pas bien fait ces histoires-là. Et on se retrouve dans 1 semaine avec Romain Bernini. Merci à tous et merci Nils. Et vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Merci.